Avant de commencer, je vous le dis direct, on va se concentrer sur l'univers créé par les films, parce que Hellraiser c'est un putain d'univers étendu, en livres, en films et surtout en bande dessinée que je vous conseille les yeux fermés si ce que je vais vous décrire à propos des films vous titille l'occipital. Mais avant de se plonger dans ces œuvres cinématographiques chargées, il va falloir que je commence par une sacrée introduction sur l'univers et ses créateurs. Vous imaginez ce que c'est que d'être un génie? Bon, moi je vis ça tous les matins en me levant, et puis après je me vois dans la glace. Mais vous, personnellement, genre, vous faites ce que vous aimez, et paf, le monde entier vous considère comme l'avenir de l'horreur, le sauveur de l'humanité de la terreur. Et ben, c'est ce qu'a vécu Clive Barker, un jeune écrivain anglais qui, avec sa série de nouvelles Les Livres de Sang, publiée en 84, va faire beaucoup parler de lui, et sortira plusieurs réussites de l'horreur littéraire, au point où Stephen King lui-même ne manquera pas une occasion de faire ses louanges. J'ai vu le futur de l'horreur, son nom est Clive Barker. T'imagines? Genre, Stephen King! Bref, donc Barker continuera à écrire, mais se tentera aussi au cinéma. Il réalisera 2 courts-métrages, Salomé et The Forbidden, qui passeront un peu inaperçus, et écrira par 2 fois des scénarios pour Hollywood, dans Transmutations en 85 et Rawhead Rex en 86, qui furent 2 échecs cuisants à leur sortie, et 2 désillusions pour Barker qui découvre le merveilleux monde d'Hollywood et de ses producteurs qui n'hésitent pas à... Du coup, Barker en vient à la conclusion que, quitte à faire un film, autant le faire lui-même. Il rencontre par hasard Christopher Figg, qui lui aimerait faire ses débuts en tant que producteur. Les deux s'associent alors pour monter un projet de film tiré d'une nouvelle de Barker nommée The Hellbound Heart, et qui s'appelle Hellraiser. Le choix de la datation s'est fait sur les bases d'un budget prévisionnel plutôt dérisoire pour le projet. Il y avait de quoi louer une maison, trouver des acteurs pas connus, une équipe réduite et se payer un petit resto quoi. Étant donné que Barker n'avait jamais réalisé de long métrage, il a dû compter sur son équipe pour le guider, et vu la gentillesse et la bienveillance du bonhomme quand tu le vois en interview, j'ose croire que cela s'est fait dans l'humilité et la compréhension la plus totale, puisque vous vous en doutez à ce stade, les gens qui travaillent avec lui avaient tout à fait conscience de bosser avec un génie qui ne connaissait simplement pas tous les outils. Mais c'est pour ça qu'il est important de rappeler que le cinéma est un art collectif. On a beau mettre les réalisateurs sur des piédestals, ils ne sont rien sans leurs partenaires, leurs conseillers, leurs confidents, ils ne sont rien sans leur équipe. On a déjà parlé de Christopher Figg qui a soutenu le projet dès le départ alors qu'il ne connaissait rien au monde de la production. Et comme à l'inverse des réalisateurs on a tendance à démoniser à mort les producteurs, j'aimerais rappeler ici que ce sont des gens qui confient une fortune à un artiste pour qu'il fasse ce qu'il veut. Bon, ça c'est dans un monde idéal, hein, bien sûr dans la réalité, ils ont tellement la trouille de perdre autant de sous qu'ils tiennent à contrôler tous les aspects d'un projet, mais ils jouent des millions quoi. Moi aussi j'aurais la trouille de les perdre. Oui, j'aime bien me faire l'avocat du diable, et alors? Aux effets spéciaux, on retrouve un nom qui vous est peut-être familier, Bob Keane, qui avait déjà bossé sur Star Wars, Alien, Dark Crystal, L'Histoire sans fin, et qui, bien entendu, fera un travail formidable sur les effets spéciaux pratiques du film. Un bon, quoi. Au costume, on trouve Joanna Johnston, qui travaillera par la suite sur Indiana Jones, Retour vers le futur 2 et 3, Il faut sauver le soldat Ryan, Sixième sens, et plein d'autres trucs, et qui nous pondra des costumes de cuir noir moulant somptueux pour nos monstres sadomaso préférés. Bref. C'est une bonne quoi. Au décor, Michael Buchanan, pour qui Hellraiser 1 et 2 seront les films les plus connus, et qui a eu la tâche plutôt complexe de montrer l'enfer avec 3 bouts de ficelle, c'est pas rien. C'est un bon quoi. À la photographie, on a Robin Vidgeon qui bossera ensuite sur plusieurs films James Bond par exemple, ou aussi sur Indiana Jones, qui nous concocte des plans divins. Littéralement. C'est un bon quoi. Et à la musique, et après je vais m'arrêter là parce que j'ai pas envie d'aller vous trouver le mec qui faisait le café quand même, on a Christopher Young, connu pour la BO de Sinister, Opération Espadon, Hot Voltage, Jusqu'en Enfer et beaucoup d'autres trucs. Ce mec a un CV long comme ma... Attends une minute... Et qui plutôt que de suivre la mode de la musique des films d'horreur de l'époque qui explosait à coups de synthé dans tous les sens, que j'adore hein, je précise, cela joue orchestre symphonique et cornes de brume inquiétantes, bref, c'est un bon quoi. Donc avec une bonne équipe comme ça et beaucoup de volonté, à quoi est-ce qu'on a eu droit? Attendez une petite minute les pitchous, il y a encore des trucs à dire avant de tailler dans le gras. Commençons donc par nous pencher sur le point le plus important de l'univers de Hellraiser, parce que les préliminaires c'est de la merde, les monstres qui vous donneront un bon bouillon de cauchemar, les Cénobites. Imaginez, vous êtes devant une feuille blanche, et là un mec chelou arrive et vous demande « Ok, tu fais absolument ce que tu veux, mais je veux que tu m'imagines et que tu couches sur papier les pires sadiques, les pires masochistes de l'enfer lui-même, un truc qui ferait pâlir Hitler, je veux de la chair, des os, du cul, du cuir, tout. T'as 2 heures. » Je sais pas vous, mais moi j'irai me coucher en lui faisant un doigt à ce mec. Heureusement, c'est pas moi qui ai dû imaginer les créatures qui font de Hellraiser le monument dérangeant et fascinant qui se détache étrangement de la scène de l'horreur des années 80 dans laquelle il est né. Et même de celle d'aujourd'hui pour être honnête. Sexe et religion, violence et calme-froid, souffrance et plaisir, les Cénobites sont une contradiction ambulante et c'est ce qui fait selon moi qu'ils sont aussi fascinants. On se retrouve pas en face de monstres qui veulent nous tuer ou nous faire du mal, non, les Cénobites ne viennent que lorsqu'on les appelle. Et comme le dit si bien Pinhead... Demons to some, angels to others.
Dans l'univers de Hellraiser, les humains assez dérangés pour faire appel aux Cénobites n'ont rien à leur envier. Ces créatures sont le reflet de ce que les hommes avec un grand H sont capables de faire. Les Cénobites ne se revendiquent ni bons ni mauvais et ne viendront pas se cacher sous votre lit pour vous effrayer. Ils sont là à cause de vous. Putain, mais même eux ils respectent le consentement, ça doit pas être si dur. Ce qui fait que notre norme de bien et de mal ne s'applique pas vraiment à eux. Même si on est dégoûté par leur aspect, on ne peut vraisemblablement pas les traiter de méchants. Mais bon, en même temps, je me vois mal les traiter de gentils aussi, quoi. La souffrance visible qu'ils représentent me fascine de par le calme qu'ils affichent constamment. Leurs costumes de cuir noir me sont étranges de par leur forme et coupe typiquement religieuse. La violence qu'ils s'infligent d'eux-mêmes me gêne car elle est volontaire et appréciée à un niveau tel qu'elle est clairement sexuelle. Les costumes des Cénobites, en dehors du fait qu'ils sont génialement designés, sur ce sujet j'ai pas grand chose à rajouter, je veux dire, regardez, matez-moi ça, et ça bordel, c'est dégueu. C'est génial! Bref, ces costumes ont été conçus pour leur infliger une souffrance constante. Et chose qui m'intrigue en termes de chara-design d'horreur, ils ne sont absolument pas conçus pour nous faire du mal. Rien n'est fait pour que ces créatures puissent nous attaquer, nous poursuivre, nous tuer ou pire. Dans les slashers si populaires à l'époque de sa sortie, les monstres que l'on nous décrivait avaient tous un attribut physique là pour nous faire du mal. Freddy et son gant à griffes, Michael Myers et son couteau de cuisine, Jason et sa machette, Candyman et son crochet, bref, ces monstres-là ont été designés pour qu'on comprenne de suite qu'ils vont nous courser au fin fond de la forêt et faire des trucs pas très catholiques. Mais les Cénobites, eux, n'ont aucun moyen ne serait-ce que de nous courir après. La seule violence qu'ils infligent, d'une, est divine et indirecte, et donc inévitable, et de deux, est là soit pour punir quelqu'un qui échoue à leur test, et donc qui les a appelés pour des raisons non valables, soit pour les récompenser d'avoir réussi. Ce qui fait que pour moi, ces créatures sont 1000 fois plus flippantes que n'importe quel tueur de film d'horreur. On est face à des êtres qui considèrent les pires tortures imaginables comme un mardi matin tout à fait normal, et qui peuvent vous faire vivre ce qu'ils désirent sans même claquer des doigts. En bref, les Cénobites sont des ennemis divins incroyablement réussis dans leur nonchalance face à la vie humaine. On n'est rien pour ces mecs. Vous vous croyez assez important pour les appeler? Eh ben va falloir le prouver et rapidement parce que vous avez interrompu une sacrée partie de bridge. Ajoutez à cela que la promesse qu'ils vous font n'est pas la mort mais bel et bien une éternité de souffrance, il y a de quoi chier dessus. Le deuxième aspect primordial de l'univers de Hellraiser, ce sont les objets qui nous permettent d'invoquer les Cénobites. Dans l'univers étendu, on nous décrit pléthore de manières d'appeler les créatures de l'enfer, mais celle qui nous intéresse est la boîte de Le Marchand. Dans les films, je précise encore une fois car le personnage de Le Marchand dans les comics est très différent, Le Marchand est décrit comme un fabricant de jouets, et notamment de boîtes de musique. Il construira la boîte pour un aristocrate nommé Duc de Lille, qui est fanat de magie noire. Elle portera le nom de la configuration des lamentations en bon français. De Lille et son apprenti invoqueront un démon, Angélique, en sacrifiant une jeune femme. Pendant ce temps-là, Le Marchand tente de construire une nouvelle boîte, cette fois-ci la configuration Elysium, afin de détruire les démons qu'il a aidé à libérer. Il sera cependant chopé en flagrant délit et toute sa lignée sera alors maudite. Bon, ça c'est pour les films, hein. Perso je trouve la version des comics bien plus dark et poussée. C'est assez frustrant mais l'univers de Hellraiser est tellement étendu que je ne pourrais franchement pas tout résumer dans cette vidéo. Ça me laisserait pas de temps pour parler des films. Donc si vous êtes curieux, Alt 236 a fait une excellente vidéo décrivant en profondeur le lore qui se cache hors des films. Frank, un homme qui ne vit que par ses expériences sexuelles, finit par se lasser de ce que peuvent lui offrir les êtres humains. Il trouve et active donc l'une des boîtes de Le Marchand. Les Cénobites font à leur gré avec lui et le réduisent en charpie durant des actes que l'on ne peut qu'imaginer. Plusieurs mois après sa mort aux mains des Cénobites, son frère Larry et sa belle-sœur Julia emménagent dans sa maison. Après s'être blessé à la main, le sang de Larry va permettre à Frank de ressusciter. N'étant qu'un corps décharné, il supplie Julia de lui fournir des hommes pour qu'ils se nourrissent de leur sang et revêtent leur peau. Julia, ayant eu une aventure avec Frank qu'elle n'a jamais pu oublier ou reproduire, accepte à contre-cœur jouant les veuves noires et ramenant ses proies à Frank. Pendant ce temps, Kirsty, la fille de Larry et belle-fille de Julia, se doute que quelque chose cloche chez sa belle-mère. Elle tombera par hasard sur Frank et lui volera la boîte de Le Marchand qu'elle ouvrira sans savoir ce qu'elle invoque. Elle se retrouve face aux Cénobites, mais par désespoir, elle leur propose de leur livrer l'homme qui a survécu à leur torture, Frank. Une fois remis sur pied, il ne manque plus qu'une peau à Frank qu'il obtiendra en tuant son frère en dernier sacrifice. Après avoir consommé leur aventure, Kirsty découvre le couple sans se douter que son père est en réalité Frank. Elle découvre enfin la vérité et les Cénobites viennent réclamer leur dû. Les Cénobites refusent cependant de laisser Kirsty s'en sortir alors qu'elle les a invoqués. Cette dernière parvient à les renvoyer chez eux en refermant la boîte de Le Marchand qui est alors récupérée par l'un des serviteurs terrestres des Cénobites pour servir d'autres qui souhaiteraient faire appel aux créatures et à leur plaisir infini.
Donc, dans un film, en général, on peut diviser les personnages en 2 groupes. Enfin, 3 en vrai. Enfin, beaucoup plus si on s'y penche vraiment, mais je veux simplifier pour une fois. Vous avez les protagonistes, ça c'est les gentils, en général, et les antagonistes, ça c'est les méchants. Et bien sûr, les persos un peu secondaires entre les 2 catégories. Et je pourrais creuser la question, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc ici, on a très clairement Kirsty et son père Larry qui font partie des gens bien. Merde, j'ai pas de main. Attendez. Gens bien. Et on a Frank et Julia qui font partie des gens pas bien. Oui, je sais, vous savez sûrement tous déjà ça si vous avez vu le film, mais ma question maintenant, c'est où donc placer les Cénobites? Après tout, eux, ils font que leur taf. On les appelle, ils viennent, vous procurent ce qu'ils vous avaient promis et repartent. Mais en même temps, je veux dire, regardez-les quoi. On peut pas dire qu'on leur donnerait le bon Dieu sans confession. C'est une chose que j'aime beaucoup dans l'univers de Hellraiser. Pas spécifiquement le film, mais tout l'univers qui nous est présenté. À vrai dire, je trouve que le premier film dérape un peu dans sa représentation des Cénobites une fois que Frank meurt. Si le film s'était arrêté là, les Cénobites se vengent du seul homme qui leur est échappé, puis retournent en enfer, accordant sa liberté à Kirsty à contre-cœur, puisqu'elle les a aidés à retrouver Frank. Mais le film, il continue. Il faut un gros climax avec une course-poursuite pas très bien gérée, bien que ce soit majoritairement à cause du budget, hein, on va pas se mentir. Des Cénobites renvoyés chez eux simplement en refermant la boîte, et un dragon. Je sais que c'est foireux, mais du coup je me permets de mettre en parenthèse cette portion de l'histoire. Voilà. Bien rangé. Chut. Bref, dans le reste de l'univers et 90% du film, les Cénobites ne sont pas mus par le bien ou le mal, mais par le chaos et l'ordre, ce qui fait qu'ils n'ont absolument rien à faire de notre image de gentils ou de méchants. Ils viennent simplement vous faire goûter au chaos qu'ils sont capables de créer, ouvrir un instant les portes de l'enfer et de ses plaisirs. Ils ne vous punissent pas, ils vous récompensent. Donc même s'ils nous rebutent naturellement, ils ne sont pas là pour être les antagonistes de l'histoire, ils sont neutres. Mais alors, qui c'est les méchants ? Sincèrement, Frank me débecte plus que les Cénobites. Dès les premiers plans du film, il nous est présenté dans une échoppe poisseuse, avec un bruit de mouche dans le fond, beaucoup de transpiration, des ongles absolument dégueulasses, pour suivre ensuite sur sa maison qui est remplie de bouffe en décomposition, d'objets tendancieux, d'une chambre qui pue à travers l'image, et qui est tellement sale que la lumière a du mal à transpercer la poussière ambiante. On voit à peine sa tête et il dit que 2 lignes en rapport avec le cube, et on sait déjà que cet homme ne suit pas du tout nos critères de vie acceptable, et que la seule chose qui décrit un quelconque intérêt dans sa vie, c'est le sexe. C'est une introduction géniale que nous offre Barker. Qui plus est pour un gars qui avait jamais fait de long métrage, il a un sens du détail impressionnant. Pour comprendre tout ce que je vous ai décrit, il lui a suffi de quelques minutes. Pour le reste du film, Frank est décrit comme violent, égoïste, égocentrique, impétueux, obsédé, un homme charmant. Mais justement, il l'est. Charmant. Il est décrit comme un coureur qui pourrait manipuler n'importe qui, et qui manipula Julia, la veille de son mariage. Frank veut aller constamment plus loin, il est en recherche constante de l'étape suivante à dépasser dans sa sexualité, et du coup se désensibilise à force d'expérience. D'ailleurs, Julia n'est finalement qu'un défi de plus pour lui. Pourra-t-il faire dévier la future mariée? Pareil pour sa propre nièce, pour laquelle il montre un intérêt particulièrement dérangeant. Mais ça rend sa recherche du cube tout à fait logique. Qui de mieux que cet être dérangé et lassé des expériences les plus extrêmes pour vouloir goûter au plaisir des Cénobites? Il finit par la faute de Kirsty par retomber aux mains des Cénobites. D'abord terrifié, il finit par accepter son sort bras ouverts avec cette phrase. Jesus wept. Qui est, pour ceux qui n'ont pas eu le plaisir de faire option catéchisme, le verset le plus court de la Bible. Et étant donné ce que nous dit Pinhead plus tôt dans le film, Oh, no tears, please. It's a waste of good suffering. Suggérerait presque que même les plus vertueux d'entre nous finissent par se laisser tenter. Julia est selon moi le personnage principal de ce film. C'est sujet à débat, hein. On pourrait dire que c'est Kirsty par exemple, c'est pour ça que je le précise. Mais Julia est finalement celle qui suit un arc complet et complexe tout au long du film. Au départ, on nous la montre comme la femme lassée de son mari, pas par manque d'amour, mais plus par trop de quotidien. Leur vie sexuelle est inexistante et elle ne cesse de se rappeler son aventure avec Frank, qui fut sa meilleure expérience sexuelle. En découvrant le corps décomposé de Frank, sa première réaction est bien naturellement le dégoût et la peur. Mais lorsqu'elle apprend son identité et qu'il suggère vaguement qu'il pourrait avoir encore un intérêt en elle, elle ose imaginer une vie palpitante loin de son quotidien barbant. Elle commence par ramener un mec chez elle pour le laisser à Frank, mais est finalement forcée de le tuer elle-même. Lorsque Frank lui dit qu'il lui en faut plus, elle proteste, mais une autre promesse d'expérience sulfureuse à venir la font recommencer. Elle ramène ainsi plusieurs hommes à Frank. Ce dernier manque de tuer Larry un soir, mais Julia refuse catégoriquement. Elle aime visiblement toujours Larry. Son envie purement sexuelle pour Frank ne change pas ça. Ce qui, entre parenthèses, est un message plutôt compliqué à faire passer. Barker nous suggère rapidement que l'attirance pour un autre ne signifie pas l'absence d'amour pour sa moitié. Par la suite,
Julia sera prête à faire du mal à sa belle-fille, avec qui elle ne s'entend pas forcément très bien depuis le début du film, et finira totalement engloutie par le désespoir et les manipulations de Frank, par accepter de sacrifier Larry, son seul lien avec sa propre humanité. Frank habitant la peau de son mari, elle obtient enfin ce qu'elle voulait depuis le début, ce pourquoi elle a tué des inconnus, ce pourquoi elle a tué son mari, une partie de jambes en l'air avec Frank, qui est totalement coupée du film, on ne voit rien. Je dis ça car sa première expérience avec Frank nous avait bien été montrée, mais Barker décide de couper cette seconde expérience qui pourtant nous a été promise tout au long du film, ce qui nous laisse un goût amer de frustration, et qui nous pousse à supposer que tout cela n'en valait finalement pas le coup. C'est fou quand même, non ? En ne montrant pas quelque chose, Barker nous offre la leçon principale du film. Rien ne vaudra jamais de trahir son amour. Quoi que vous puissiez croire sur le coup, quelle que soit la puissance de l'attirance que vous avez pour un amant, si vous passez le pas, vous ne gagnerez rien. Vous ne ferez que perdre ce qui vous était précieux à la base. Et quand même. Et après on me dit que les films d'horreur c'est vide. Je trouve ça génial. Après ça, Julia finira par être tuée par erreur par Frank, qui ne montre absolument aucun remords, laissant baigner dans son sang la femme qui a tout sacrifié pour lui. On rajoute un plan très rapide qui suggère que par-dessus tout ça, les Cénobites se sont fait plaisir avec elle, et tout d'un coup l'adultère perd tout son charme. Bien que Kirsty soit la protagoniste, le regard naïf de l'amour de jeunesse et de l'inexpérience sexuelle, elle n'en est pas pour autant stupide. Elle a du caractère, du répondance qui la rend beaucoup plus appréciable que d'autres personnages de Mary Sue plates et débiles qu'on peut voir souvent. D'ailleurs, elle résout l'énigme du cube très rapidement. C'est elle que l'on pourrait désigner comme héroïne de l'histoire. Elle n'a aucun lien direct ni avec Frank ni avec Julia et ne les apprécie pas de base. D'ailleurs, lorsqu'elle découvre Frank, il lui dit ceci. Come to daddy. Qui est une phrase qu'il a déjà dit plusieurs fois à Julia. Avec un sous-entendu bien sûr sexuel, ce qui pourrait suggérer que Frank, soit a déjà molesté Kirsty dans sa jeunesse, soit y a déjà pensé auparavant, ce qui est 1000 fois plus gênant que toutes les violences que l'on voit dans le film, selon moi. Donc Kirsty est amoureuse de son copain tout à fait sympathique, essaye de démarrer une vie de jeune actif tant bien que mal, tout en acceptant la nouvelle vie de son père. Elle est propulsée dans cette histoire sans avoir rien fait de mal. Elle résout l'énigme du cube, certes, mais sans savoir que cela appellerait des êtres comme les Cénobites. Elle négocie avec eux pour leur livrer Frank à sa place, ce qu'elle fait, et comme je l'ai dit plus tôt, j'aurais aimé que son ingéniosité lui permette de s'en sortir sans passer par le combat final avec les Cénobites, franchement. En définitive, elle représente une vie sexuelle bien plus saine. On ne nous dit à aucun moment qu'elle est vierge, attention, il faut pas confondre saint et pur et chrétien, hein, c'est pas du tout le sujet du film. Non, elle perçoit l'acte sexuel comme un acte amoureux, tout simplement. À l'inverse de Frank et Julia, qui représentent le désir charnel, instantané et violent. Donc, Kirsty et son copain représentent le sexe amoureux, donc chaque scène où ils sont proches est filmée de manière très douce et lente. Le seul moment où ils s'embrassent, la caméra s'éloigne, comme pour les laisser seuls. A l'inverse, dès que Julia et Frank sont ensemble, l'acte sexuel est superposé à la violence. Lorsque Julia revit son orgasme avec lui au début du film, son climax est entrecoupé d'images de Larry qui se coupe profondément la main sur un clou. Lorsqu'elle accepte les avances de Frank, son geste sensuel est suivi de cris de singe hyper violents. Lorsqu'elle s'apprête à coucher avec son mari, Frank la fixe tout en dépeçant un rat. Tout est fait pour nous faire ressentir du dégoût face aux relations qu'ont ces deux-là, pour que l'on lie inconsciemment leurs expériences à la violence. D'ailleurs, ce que l'on voit de leur première relation suggère un acte très violent entre le canif et les mouvements saccadés, c'est loin d'être doux. Bon, et bien entendu, j'ai pas besoin de vous rappeler ce que font les Cénobites, hein, le lien entre sexe et violence, il se pose là. Ajouter une couche de second degré sur les images religieuses tout le long du film, par exemple, le seul jumpscare du film est un jumpscare Jésus. Des portraits religieux sont visibles tout du long. Comme je l'ai déjà dit, les costumes des Cénobites ont une découpe de silhouettes très religieuse, notamment par le camouflage des jambes, sans oublier bien sûr que le mot Cénobite est tiré d'un ordre religieux qui, à l'inverse des ermites, vivait en communauté. Ce qui nous suggère subtilement que les Cénobites sont en réalité les représentants d'une religion bien plus étendue, ce qui s'avérera développé dans les multiples comics qui se penchent sur le monde et les règles qui régissent cette religion si violente. Et dernier petit message sympathique du film, celui d'une boucle qui se répète indéfiniment entre Frank qui vit, meurt, ressuscite, puis meurt à nouveau, et les plans de début et de fin du film qui sont les mêmes. Barker nous rappelle que l'on ne vient d'assister qu'à l'une des nombreuses expériences des Cénobites.
Ce film nous parle de plusieurs visions des relations charnelles que l'on puisse échanger. Maritales, barbantes, extra-conjugales, sensuelles, amoureuses, violentes, extrêmes. C'est rare de voir une histoire qui arrive à parler de tout ça assez subtilement pour ne pas tomber dans le graveleux. Barker a toujours eu une fascination pour la sensualité et la violence qui hypnotise. Les étoiles s'étaient toutes alignées pour qu'il crée Hellraiser. Succès littéraire à répétition, déception d'Hollywood qui le pousse à se mettre à la réalisation, rencontre d'un jeune producteur qui croit en lui, mise en place d'une équipe prête à l'aider à chaque étape, le tout durant l'âge d'or du cinéma d'horreur. Barker avait toutes les cartes en main pour réaliser un chef-d'œuvre. Et il l'a fait. Donc si vous l'avez pas vu, allez voir Hellraiser 1, c'est clairement un classique de l'horreur. Et comme vous vous en doutez, j'ai un peu envie de parler de tous les films Hellraiser, donc il y en a 10, donc je pense que je suis partie pour beaucoup de vidéos. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Comme d'habitude, partagez, abonnez-vous, tout ça. Ciao!